C'est assez chouette, la dernière table ronde de la journée, parce qu'on retrouve tous les acteurs qu'on a vus cet après-midi. C'est aussi un moment d'échange. Euh, En fait, chacun va aborder la question qui va être posée sous un angle qui lui sera propre. Ok. Donc l'idée, c'est que chacun mette un peu son positionnement et ses idées. Il me semble que c'est sketch noté. Donc il y aura en plus une jolie restitution de cette conférence, cette table ronde. On y va. Alors, le sujet sur le site, c'était directeur de formation et l'adoption de l'intelligence artificielle dans les projets d'apprentissage. C'est un sujet qui est ultra large, donc on l'a recentré. On l'a recentré en un sous-sujet qui est enjeux, compétences et complémentarité entre IA et expertise humaine, ce qui fait le pont avec la dernière intervention. Donc, l'IA transforme le secteur de la formation, mais son adoption soulève des défis en matière de compétences, d'éthique et d'organisation. Du coup, on va commencer par toi, Raphaël. Quelle est l'IA et quelle est la place de l'IA et de l'humain dans la formation? Est-ce qu'il faut craindre une déshumanisation de la formation avec l'IA? Bonsoir à tous. Désolé, je suis un peu épuisé du salon et un peu désabusé par quelques discours que j'ai pu observer à droite à gauche de start-up. Donc parler d'éthique ce soir, c'est un peu compliqué pour être honnête. Parce que j'ai quelques convictions pédagogiques pour ceux qui me connaissent. Et là, je viens d'avoir des discussions qui m'ont un peu choqué avec certains acteurs qui proposent de nouvelles technologies d'IA. Et je suis encore un peu en train de m'en remettre. Donc, pour être tout à fait honnête, là, j'ai un peu du mal à répondre à cette question là tout de suite maintenant. Je suis désolé, je te coupe un peu ta table ronde, mais Tu peux t'en aller si tu veux. très bien. Mic drop. Ah, vas-y, dis, Non, non. dis ce que t'as sur le cœur. Je pense qu'on est OK. Vous voulez entendre ce qu'il a dans sa tête? Ça Allez, me va. on y va. Ça va être sketch noté, Raphaël. Fais très gaffe à ce que tu vas dire. Non, non, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis alors. Mais non, en fait, j'étais à l'UHFP la semaine dernière. Bon voilà, ça va être un peu raconte ta life. Hein, mais j'étais à l'université d'hiver de la formation professionnelle la semaine dernière où c'était plutôt des décideurs politiques. Et quand je vois les orientations politiques entre les coupes budgétaires et les orientations politiques liées à la formation professionnelle, et quand je vois de l'autre côté, en fait, dans une approche un peu systémique, comme on en discutait tout à l'heure, les besoins de coupes budgétaires des OF et des restrictions budgétaires, et l'IA, ça se présente comme la solution parfaite pour répondre à tout ça. Et c'est un peu la solution magique que tout le monde attend, mais sans forcément réfléchir à l'impact que ça va avoir sur les humains qu'il y a derrière. Alors il y a des pratiques pédagogiques qui peuvent être amplement améliorées par l'IA, et ça je le renie pas du tout, mais je vois des gens qui arrivent sur le secteur avec un appétit économique sans forcément comprendre les enjeux qui sont liés à la pédagogie, à l'accompagnement humain et à ce que ça veut dire que de former et d'accompagner des gens aujourd'hui. Et ça me fait un peu peur en fait. Et donc je pense que les questions de gouvernance, d'accompagnement et les discussions qu'on doit avoir de manière partagée entre des codires, des prestataires, des fournisseurs d'IA, des utilisateurs, des syndicats, tous ces gens-là me paraît de plus en plus important pour que on se mange pas un mur collectif en fait. C'est un peu flou ce que je dis parce que je suis épuisé. Mais voilà, c'est un petit peu mon coup de gueule de fin de salon sur le sujet. Désolé si ça plombe l'ambiance du début de la table ronde. Mais ce qui est absolument charmant avec toi, Raphaël, c'est que je te pose une question, tu me dis que tu vas pas y répondre et tu réponds à la question que je t'ai posée. Bon, c'est vraiment intéressant en effet. Mais on l'a un peu dit. Il faut qu'on soit tous dans un écosystème où on apporte tous, chacun sa propre compétence. On n'est pas compétent en tout, c'est pas vrai. Il y a pas un prestataire qui peut faire tout le spectre. Et je pense que chacun d'entre nous, on doit aller là où on est fort et arrêter de vouloir faire du profit parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a en ce moment, c'est la cash machine. On est d'accord. Ok. Bon, allez, je passe à toi. Je voulais passer on allait passer à Christophe. Tu n'as pas ton micro, on y va. Tous. Ok. Christophe, du coup, mais Bonne chance. Pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, il y a trop une énergie négative là-bas, ne le regarde pas. Du coup, Christophe, si l'IA ne remplace pas l'expert, comment peut-elle structurer les compétences dans une organisation? Donc, on parlait de remplacement, des IA qui vont remplacer des postes. Ok, donc maintenant, comment l'IA peut structurer les compétences? donc je vais répondre à Raphaël en quelque sorte. Nous, on est une boîte, Stellia, c'est une boîte deep tech IA, spécialisée en IA générative.
Donc, je vais répondre au travers de ce que vient de dire aussi Raphaël, parce que je partage ce que tu dis sur, en effet, l'IA, c'est pas une baguette magique et c'est pas, elle va pas remplacer, oui, mais j'ose pas, elle va pas remplacer l'enseignant, elle va pas remplacer l'acte de pédagogie. Et ça, j'en suis tout à fait certain. Nous, ce qu'on travaille chez Stelia, et c'est finalement quelle va être la plus-value de son action par rapport à l'action humaine, et non pas l'inverse. Donc, on est parti de notre techno, qui est de l'IA donc générative, mais qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les graphes de connaissances. C'est-à-dire qu'on prend vos contenus, uniquement vos contenus, et on va découper tout ça, et on va associer à chaque petite partie du contenu un mot-clé, un concept, qui va permettre d'associer tous ces éléments et de créer ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Je vous passe les détails, mais on va être en capacité donc de pouvoir cartographier vos contenus. Et quel est l'avantage de l'IA par rapport à ça? C'est que ces contenus, ils font référence à un référentiel, justement. À un référentiel qui peut être un référentiel RNCP, qui pourrait être aussi un référentiel ROM pour des métiers. Bref, ils ont cette référence-là. Et on va matcher entre ce qu'il y a dans les contenus et le référentiel associé à ces contenus. Et on va être en capacité de dire à l'enseignant ou de dire au formateur, attention, dans tout ce travail que tu as fait qui est vraiment important, il nous semble que à cet endroit-là, il faut que tu continues à construire parce que cette compétence-là, elle est pas traitée. Vous voyez ? Donc l'IA, elle vient apporter un regard un peu automatisé, mais elle vient surtout mettre en avant les choses qui sont intéressantes et là où il y a peut-être des manques et là où il faut que le formateur travaille un peu plus. Ce travail-là, il est fait de façon automatisée. Il est à partir d'un référentiel qui est qu'on connaît tous. RNCP, c'est ce qui nous permet tous d'avoir un label qui s'appelle un certain truc Calliope. Si on suit pas ça, l'OF, il tombe. Donc, nous, on vient aider dans cette démarche-là et dans ce sens-là. Mais par contre, et là, c'est là où je rejoins complètement Raphaël, on ne crée pas de contenu. D'accord ? Nous, on n'est pas là pour créer à la place. On n'est pas là pour dispenser le savoir. On est là pour aider sur des tâches qui sont parfois peut-être pour l'enseignant sans valeur ajoutée. Voilà. Et qui vont lui permettre de spécifier sa tâche. Voilà. Du coup, Christophe, là, tu parles des compétences dans les programmes de formation. Est-ce que ma formation permet d'acquérir telles compétences ? Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ça peut m'aider moi-même dans mon apprenance ? C'est-à-dire, est-ce que moi, je sais pas apprendre toute seule, j'ai besoin qu'on me guide, j'ai besoin qu'on m'aide. Et est-ce que l'IA pourrait être capable d'analyser mon graphe de compétences pour me dire quelles sont les compétences en fonction de mes objectifs que je devrais développer ? Bien sûr. Quand je vous parle qu'on va analyser un corpus complet, ce corpus, ça peut être le corpus d'un apprenant qui a suivi un certain nombre de formations, qui a eu un certain nombre d'évaluations. Et donc, à partir de ça, on va être en capacité de déterminer quelles compétences il a acquises à partir des évaluations. Tout ça sous le regard de l'expert pédagogique. Et de matcher avec le référentiel des compétences attendues dans le cadre de cette formation. Et là, à ce moment-là, on pourra donner une orientation à l'apprenant vers les compétences qu'il doit encore acquérir pour obtenir son diplôme. Ok, donc c'est génial. On voit bien que y a un besoin de monter en compétences, qu'il y a peut-être des possibilités pour être augmenté, assisté par l'IA. Mais du coup, je me dis, mais en fait, les formateurs, eux, comment ils s'en sortent dans ce monde où les apprenants, ils utilisent déjà l'IA et du coup, je me positionne comment en tant que formateur dans cette nouvelle gestion des compétences ? Est-ce que je suis encore un formateur ? Je suis un facilitateur ? Je suis quoi fondamentalement ? Brice ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, pendant 2 jours, on a vu plein de choses. Vous avez eu le meilleur de l'innovation, vous avez eu les meilleurs experts qui vous ont parlé d'IA. Qui vous ont montré des choses qui parfois peuvent faire un peu peur ou se rendre avoir été un peu désabusés ou se douter de l'avenir. Mais je pense qu'il faut aussi
prendre un peu de recul, se dire qu'on est quand même, on n'a toujours pas fini cette transition numérique. 40% des Français ont des difficultés à utiliser le numérique. Si vous regardez le dernier le baromètre de l'ISTF, dans les facteurs principaux, il y avait le manque de compétences, le manque d'appétence des formateurs. Et donc, même si potentiellement on peut faire plein de choses avec l'IA, on est encore dans une phase de transition numérique qui n'est pas terminée. Et le numérique peut apporter plein de choses hyper intéressantes. Et donc moi, je reste très optimiste sur l'intérêt de l'IA et notamment sur comment l'IA peut être un facilitateur dans cette transition numérique, notamment auprès des formateurs. Moi, ma société AppleLearn, on édite un LMS et on voit que donc on peut travailler sur l'ergonomie, on peut travailler sur l'accompagnement des formateurs, mais l'IA est une opportunité aussi pour permettre aux formateurs ou aux experts métiers qui sont habitués à faire du présentiel à être l'assistant qui peut les aider à faire cette transition vers le numérique, qui peut les accompagner à monter en compétences, à créer, à se mettre dans le digital learning. Et donc, voilà, nous, en tout cas, notre approche est beaucoup plus optimiste. C'est clair que l'IA ne va pas remplacer ni les formateurs, ni les ingénieurs pédagogiques. Comme parlait Raphaël, dans beaucoup de ses interventions, l'IA change peut-être la posture des formateurs, l'IA change peut-être la posture des ingénieurs pédagogiques, mais ça permet aussi, pour moi, d'accélérer cette transition et peut les accompagner dans cette transition et être un outil au service de la pédagogie pour que les ingénieurs pédagogiques fassent mieux, pour que les formateurs fassent mieux et que ça tire tout le monde vers le haut. T'as envie de rebondir, Raphaël, ou t'es toujours colère? Non, je redescends tout doucement. Mais non, mais je disais pas que tout est acheté avec l'eau, tout le bébé est acheté avec l'eau du bain. Hein, c'est pas ce que je disais. Hein. Et enfin, comme tu disais, Brice, voilà, je suis un avocat, on va dire, advocate de l'accompagnement, du changement de posture des formateurs. Voilà, c'est juste certains discours que j'ai entendus récemment qui m'ont touché, quoi. Mais je remets pas du tout en question la valeur que l'IA peut apporter aux différents acteurs. Donc voilà, c'était juste pour éclaircir, parce que sinon je sais que j'ai mis une mauvaise ambiance dès le début, mais au moins voilà, je peux passer pour le méchant de la session, il y a pas de souci, j'accepte le rôle. Et parle-nous des formateurs un peu, parce que ça aussi c'est un sujet. En gros, ils deviennent quoi ces formateurs quand on a des LMS qui créent déjà les objectifs pédagogiques, les déroulés pédagogiques et tout ça, et ça devient quoi en fait? C'est quoi sa place? Non, mais c'est une opportunité à la fois pour les ingénieurs pédagogiques et les formateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les ingénieurs pédagogiques, ils peuvent aussi avoir plus de temps maintenant pour se concentrer sur des tâches qu'on faisait pas beaucoup, comme l'analyse de besoins, qui est souvent mise de côté. Et si jamais ça vous intéresse, il y a une étude qui est sortie par les acteurs de la compétence récemment sur l'efficacité pédagogique, qui montre à quel point l'efficacité pédagogique se joue déjà au stade de la conception, en fait, de l'ingénierie. Et donc de le prendre en compte à ce moment-là, en fait, avec entre autres l'individualisation des parcours, de mettre en place une pédagogie qui va rendre acteur l'apprenant, etc. Et donc rendre acteur l'apprenant, c'est bien, mais on y arrive mieux si on sait qui on a en face de nous, quels sont ses besoins, quelles sont ses spécificités, quelles sont ses compétences, voilà. Donc on peut se concentrer aussi sur comment est-ce qu'on va améliorer l'efficacité de nos formations, parce qu'on a plus de temps qui est déchargé. Donc pour revenir à la question de l'éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne avec l'IA? Est-ce que c'est un réinvestissement capitaliste, ou alors est-ce qu'on améliore l'efficacité de nos formations? On le met à profit. Dans ce cas-là, il faut accompagner les ingénieurs et les formateurs à faire évoluer leur posture et leurs compétences pour mieux accompagner les apprenants. Voilà. Bon, du coup, c'est super. Bon, je suis de nouveau dans le panel. On m'accepte. Cool. Bon. Merci. Du coup, c'est super parce que finalement, on se rend bien compte qu'il y a un shift qu'on doit opérer aujourd'hui. Il y a vraiment une prise de recul. Il faut qu'on englobe un peu la chose dans son ensemble. Et du coup, je me dis, mais aujourd'hui, les entreprises, en fait, comment est-ce qu'elles vont appréhender la chose? Parce que fondamentalement, on en fait quoi maintenant de toute cette productivité qu'on a gagnée? Est-ce qu'on est encore plus productif? On continue comme le hamster dans sa roue? Rami? Je pense que ça marche. Je sais pas si ça. Le micro de Rami, s'il vous plaît. Oui, sinon, prends celui-là. Alors c'est marrant parce que je pense que je vais porter ici la voix du méchant et du méchant provider. Bah, je travaille pour une boîte américaine, donc de base je suis un peu méchant, donc à la base. Donc non, en fait,
c'est marrant parce qu'en fait, j'ai parlé avec beaucoup d'L&D dernièrement qui m'expliquent qu'en fait, dans les entretiens individuels qu'ils ont fait avec leurs équipes, la majeure partie du temps, la majeure partie de leur énergie, ils l'ont prise pour finalement débunker les peurs qu'il y avait autour de l'IA pour leurs équipes. C'est-à-dire, est-ce que je vais perdre mon boulot? Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine quand maintenant l'outil va être capable de faire ci, ça, ça? Donc, la majeure partie du temps des L&D avec lesquels j'ai parlé, ça a été de débunker, de rassurer les équipes. C'est-à-dire que c'est pas de faire à ta place et de faire différemment. Et donc, je vois trois grandes initiatives autour de l'IA dans les entreprises. La première, et on la connaît tous, surtout dans un contexte économique un peu strict, c'est tout ce qui va être en fonction de l'upskilling et du reskilling, c'est-à-dire avoir facilement, grâce à de l'IA, une cartographie des compétences, on t'en parlait tout à l'heure, et des connaissances qu'il y a dans l'entreprise et pouvoir réaffecter ces compétences et ces connaissances à des nouveaux métiers qui sont en train d'arriver. Il y a des études qui sont faites, à peu près 50% des métiers dans 10 ans n'existent pas encore. Donc, comment je vais faire pour anticiper de ces métiers-là? Quelles sont les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer? Et comment je peux utiliser ma marketplace de compétences, mon référentiel de compétences actuelles pour pouvoir anticiper pour des métiers qui n'existent pas. Donc, premier axe, upskilling, reskilling. Deuxième axe, comment on peut passer de la formation planifiée à la formation à la demande, personnalisée pour l'utilisateur. Comment on fait dans un monde où on a de moins en moins de formations avec une salle de formation, un formateur, un centre de formation je vais là où se trouve l'employé, je vais là où se trouve le formé, je vais là où se trouve la personne et lui fournir du contenu personnalisé et de qualité. Et ça, l'intelligence artificielle peut aussi nous aider à le faire, notamment sur l'IA générative, mais aussi sur l'arborescence de connaissances et de compétences et la curation. Et la troisième, comment on passe de catalogue de formation avec 1 million de contenus à une curation efficace pour que le contenu arrive au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne selon son besoin. Et ça, ce sont des tâches qui sont chronophages pour les formateurs et les responsables pédagogiques. Et ça prend de l'énergie et c'est pas forcément à très haute valeur ajoutée. Derrière, effectivement, ils peuvent se concentrer un peu plus sur la collecte des besoins, l'analyse, la connaissance de leur formé, pour pouvoir adapter les contenus. Ils peuvent se concentrer aussi sur plus des formations ponctuelles, mais des plans de formation qualitatifs avec un programme de formation personnalisé selon le profil, le niveau, les besoins et les aspirations, les ambitions. Donc, il y a trois grandes initiatives qui arrivent aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde veut avoir son outil d'intelligence artificielle et les L&D ne veulent pas rater ça, ils veulent vraiment surfer, mais dans le même temps, ils ont des contraintes techniques, des contraintes sécurité et effectivement des freins humains en interne. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, je me dis, mais moi, demain, je quitte le monde de l'entreprise. Je vais, par exemple, devenir demandeur d'emploi et je vais arriver, du coup, sur cette recherche d'emploi où j'aurai peut-être une vision beaucoup plus claire de mes compétences, j'aurai une vision beaucoup plus claire du marché aussi et donc peut-être la mise en adéquation de mes compétences versus le marché, elle sera plus intéressante. Du coup, Jean-Christophe, les demandeurs d'emploi et l'IA, ça se passe comment aujourd'hui et ça se passera comment demain? Alors, aujourd'hui, il y a une première chose. On a fait paraître il y a tout juste une semaine une étude avec ce travail Google.org et Diversides sur les demandeurs d'emploi. Et très étonnamment, on a plus des 3/4 des demandeurs d'emploi aujourd'hui qui utilisent déjà l'IA dans leur recherche d'emploi. Donc en fait, c'est quelque chose qui est entièrement entré dans les habitudes des personnes d'utiliser ces outils d'IA. Pour plusieurs choses. Premièrement, pour mieux connaître les entreprises. Deuxièmement, être en mesure de pouvoir mettre en valeur dans un CV les compétences que les personnes ont avec celles qui sont attendues dans le poste auquel elles postulent. Et puis, tout simplement, pour faire une lettre de motivation, c'est beaucoup plus simple de demander à une IA générative de faire une lettre de motivation adaptée plutôt que de partir d'une page blanche. Et je pense qu'il y a un élément qui est clé dans ce que, pour rebondir un peu sur ce que tu disais au début, Raphaël, c'est que moi je suis persuadé qu'avec l'IA, il va y avoir quelque chose qui va être extrêmement important, c'est l'apprentissage de l'esprit critique et le renforcement de cet apprentissage de l'esprit critique qu'on défend tous d'une certaine manière en fait sur cette scène et je pense que vous le partagez dans la salle, c'est-à-dire en fait cette idée de dire si je veux arriver demain à mettre en valeur mon adéquation avec un job, avec une entreprise,
je dois être en mesure, évidemment, d'utiliser des outils qui vont me faciliter la vie et augmenter mon efficacité. Il va falloir par ailleurs que je sois en mesure de prouver que derrière mon CV, ma lettre de motivation, qui peuvent être totalement standard, mais il y a bien une personne humaine. Parce que lorsque je suis en face d'un recruteur, une recruteuse, eh bien, c'est un contact humain qui se crée. Et à ce moment-là, en fait, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher longtemps. Et donc ça, c'est un élément qui va être clé avec l'IA et qui va faire qu'on va pouvoir, en situation de demande d'emploi, en fait, ne plus être dans une situation de peur, mais dans une situation véritablement beaucoup plus active. Alors ceci, je l'avoue, est un peu utopique si on le généralise, mais on voit qu'il y a une vraie envie des demandeurs d'emploi de l'utiliser, ça c'est une bonne chose, et que par ailleurs, s'il y a des peurs, eh ben, on est capable, chacun dans notre domaine, de pouvoir accompagner les personnes de façon à pouvoir dépasser ces peurs. Mais Jean-Christophe, c'est pas un peu désuet le CV, la lettre de motivation? Alors oui, parce qu'idéalement, on ferait une vidéo pour pouvoir se présenter. On aurait un avatar et on pourrait simuler des entretiens. Mais en fait, l'élément qui est clé, c'est qu'aujourd'hui, même si les RH utilisent énormément d'outils d'IA pour se faciliter la vie, repérer des personnes, trier les centaines, voire milliers de CV qu'ils reçoivent, il n'empêche que ça reste l'élément de base pour pouvoir évaluer une candidature. Après tout, dans l'IA, on leur fait passer des tonnes de documents, on mappe des profils LinkedIn, et ça permet quand même de savoir si la personne va ou pas. Mais à un moment donné, j'allais dire, ces enjeux de CV et lettres de motivation, aujourd'hui, on a plus de 80% des jobs dans lesquels c'est ce qui est demandé. Et nous, sur ce que l'on voit, parce que alors nous, chez Collection, on n'accompagne que les demandeurs d'emploi, on voit bien que c'est encore quelque chose qui est exigé. Pas suffisant, mais exigé. Moi, j'ai l'impression qu'avec le graphe de Christophe, ça serait beaucoup plus pertinent d'arriver avec un graphe de mes compétences plutôt que de faire un CV sur lequel... Tiens, une petite question. Qui n'a jamais menti sur son CV? Vous avez hésité sur cette réponse, hein? Il y a eu des études là-dessus qui montraient qu'en fait, tout le monde enjolivait un petit peu la réalité parce que on sait très bien que ça nous permet de se démarquer plus facilement. Mais ce qui est important, ça va peut-être être de savoir mettre en valeur ses forces, ce qu'on ne sait pas toujours faire dans un CV. Et ça, c'est un élément qui est clé. Et je pense notamment aux femmes, parce que nous, on en accompagne près de 60% dans nos effectifs. C'est un élément clé, c'est-à-dire qu'il faut pas mentir, mais il ne faut pas se sous-estimer. Et ça, c'est un élément, je pense, culturel qui est très commun en France, mais que je vois trop souvent chez les personnes qui cherchent un emploi. Elles sous-estiment en fait leurs compétences et leur capacité à répondre à des exigences, en sachant qu'avec les outils d'IA aujourd'hui, on est aussi capable de prendre un job et d'apprendre un peu plus sur le tas. Alors je sais que c'est pas simple de convaincre des recruteuses et des recruteurs que c'est vrai, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Ok, ça sera le dernier point. Là, on est en train de parler d'apprenance. On est en train de parler d'apprendre à apprendre. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque dans notre culture française, parce qu'on n'est pas beaucoup dans l'apprenance, qu'est-ce qui nous permettrait de continuer à apprendre tout au long de la vie, donc d'augmenter cette apprenance. Et c'est la question, elle est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se positionner sur l'apprenance? Cette nécessité de se former et de continuer à apprendre. Rami? C'est marrant parce qu'il s'avère que Docebo en fait a acquis une entreprise qui s'appelle Formetris, une entreprise française qui faisait de l'évaluation de la qualité et de l'impact des formations. Et on avait un benchmark où on triait les notes par région, par langue. Et donc ça permettait en fait d'avoir une comparaison entre ces notes et les notes qu'on avait dans le benchmark. Et on avait des énormes écarts culturels entre les pays du Nord et les pays du Sud, notamment en Europe, ou les pays de région asiatique et les pays d'Amérique du Nord, sur tout ce qu'on va appeler impact, donc réutilisation de la formation, réutilisation des choses qu'on a appris. Il y a un gros enjeu culturel en France, c'est qu'aujourd'hui la formation est un droit en France, donc on y a tous droit. Dans certains autres pays, la formation est une récompense. Tout le monde ne va pas en formation dans les autres pays. En France, c'est un droit, donc on y va parfois en traînant des pieds. Donc il y a déjà un biais culturel franco-français. Et heureusement que la formation est un droit. Mais malgré tout, ça nous engage, nous, en angle. Comment on prend la formation déjà? Ça nous met de base comme une sorte de punition. En tout cas, on traîne les pieds pour y aller. Dans d'autres pays, quand on obtient une formation, ça veut dire qu'on a investi sur nous
Et donc c'est aussi une récompense. Déjà, il y a un biais culturel là-dessus. Derrière, il y a aussi, en termes d'apprenance, et si on va par là, il y a aussi, dans ce que je prends la réponse, parce que je ne sais pas pour vous, mais je travaille dans une boîte américaine avec un manager qui est à Londres et son boss qui est à Toronto. Il y a une attente en France que je remarque dans mes équipes, que l'information nous soit délivrée par le management et arriver tout cru, comme ça, un peu comme la béquille qu'on donne. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore ce besoin et ce goût de l'effort d'aller se former par soi-même. Alors, on le voit, c'est malheureux parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Et on l'a vu avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les personnes qui bossent dans mon équipe ont utilisé l'intelligence artificielle avant moi. Et parce qu'ils l'utilisent aussi dans leur vie au quotidien, pour répondre à des mails ou pour des recettes de cuisine ou n'importe quoi, pour partir en vacances. J'ai un de mes collègues qui a utilisé ça pour planifier son voyage au Sri Lanka, il a utilisé ChatGPT. Mais par contre, on ne le voit pas dans les connaissances métiers, purement métiers du quotidien ou leadership. Donc, on a encore ce biais, c'est culturel et je fais une grosse généralité, attention là. Mais j'ai remarqué certains écarts de posture par rapport à la formation entre nous, Français, et les autres pays avec lesquels on travaille. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, je fais juste un petit complément, mais j'ai fait ma thèse sur la prononce, donc ça me parle un petit peu. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un point en France que je vois très fortement, qui est les gens ne veulent pas payer pour leur formation. C'est vraiment très culturel, quoi. Si déjà on enlevait le financement de la formation, alors c'est ce qui est en train de se passer, donc on verra dans quelques années, mais je suis pas sûr que ça se fasse de la bonne manière. Il y a vraiment un changement culturel à avoir par rapport à ça, de la relation qu'on a au savoir et à l'apprendre en fait. Donc ça c'est d'un point de vue un peu systémique, et d'un point de vue plus psychopédagogique, c'est vraiment de travailler pour développer l'apprenance. En fait, c'est difficile d'aller directement développer une attitude chez un individu, mais on peut le faire au travers du travail sur ses comportements. Donc travailler les comportements, faire évoluer les stratégies d'apprentissage petit à petit, et sur l'environnement qu'on va mettre en place, que l'environnement soit capacitant, qui lui donne la capacité en fait de s'autonomiser. Et donc si on fait travailler l'environnement et les comportements, petit à petit on va réussir à faire changer l'autonomie. Ça c'est une réponse d'un point de vue psychopédagogique. Et est-ce que l'IA peut faire ça? C'est-à-dire, est-ce que l'IA peut nous aider? Si elle est bien faite. Voilà. Moi, justement, je pense que l'IA, et je vais revenir sur mon histoire de graphe, mais je pense que avoir envie de se former, c'est aussi sentir que la formation qu'on est en train ou que l'on va faire nous sert à quelque chose et nous bonifie. Et si on va avoir une formation qui n'a pas forcément un intérêt notable dans notre activité ou dans nos loisirs ou dans ce qu'on veut, etc., on aura du mal à y trouver son compte. Et donc, on n'ira pas en formation. Par contre, s'il y a un bénéfice concret, peut-être même rapide, qui se fait, là, la formation, elle va être prise. Mais on le voit de toute façon dans toutes les actions de formation. Je veux dire, et c'est dès le plus jeune âge. C'est quand je n'y vois pas d'intérêt, je ne me forme pas. Et donc, il faut réveiller cet intérêt-là. Et cet intérêt-là, il vient de qu'est-ce qui me manque pour. Voilà. Excellent. Donc, je pense que la boucle est bouclée. Merci à tous, vraiment, pour la qualité de vos interventions. Très chouette table ronde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a soulevé des points, des interrogations? Plein. Vous vouliez dire un mot de la fin? C'était bon? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.